bienvenue à vous dans le grand dossier en direct sur SCI. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h sur la voie de la résolution de la guerre en Ukraine. Chaque jour apporte son lot de surprises, de rebondissements. Donald Trump et Vladimir Poutine continuent d'avancer main dans la main à des années-lumière de ce qu'on a vécu sous l'administration Biden. États-Unis et Russie négocient des accords commerciaux, notamment sur le dos de l'Ukraine. Nous verrons les coulisses de ces négociations et ce qu'elles impliquent. Nous reviendrons aussi sur la visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Quel rôle pour la France dans ce tandem Russie-États-Unis? Quel rôle aussi pour l'Europe? Comment faire peser l'Europe dans cette relation? Et puis autre question, et la Chine dans tout ça? Pékin hier encore a insisté sur son amitié avec la Russie et n'a aucunement l'intention de baisser ses dépenses militaires. C'est peut-être aussi ce qui pousse Donald Trump à agir aussi vite. Donald Trump, que l'on écoute. J'ai parlé au président Poutine et mon équipe est en contact permanent avec la sienne. Et ils veulent aboutir à quelque chose. Je fais des choses, je fais des deals. Toute ma vie, c'est faire des deals. C'est tout ce que je sais faire. Et je sais quand quelqu'un veut en faire et quand quelqu'un ne veut pas en faire. Voilà pour Donald Trump, ce faiseur de deal comme il aime se présenter. Autour de la table, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. D'un monde à l'autre, c'est paru chez Robert Laffont, votre livre très récemment. Vous êtes, je le rappelle aussi, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Avec nous également Marc Semo, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Et je cite votre livre également, 100 questions sur la géopolitique, à retrouver aux éditions Talendier. Bienvenue à vous. Et enfin Sylvie Bermann, merci d'être avec nous, ancienne ambassadeur de France en Russie et également en Chine. Donc comme ça, là, on aura vraiment une vision très globale sur l'ensemble du grand dossier. Vous ajoutez quelque chose, Général? Je disais, et au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni également. Et effectivement, on va parler également du Royaume-Uni. Qui a un rôle important actuellement. Alors, on commence par ce duo qui est vraiment en ce moment sur le devant de la scène internationale, Vladimir Poutine, Donald Trump. Et cette question, peut-on les arrêter? Alors, c'est un duo qui fait évidemment beaucoup parler. On surveille leurs relations depuis l'Europe, un peu comme on surveillerait le lait sur le feu, tant ce sont eux qui, pour l'instant, mènent la danse autour de cette possible résolution de la guerre en Ukraine. Et la Russie semble ouvrir grandes ses portes aux Américains. Écoutez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il est important que nous analysions ce qui se passe probablement du point de vue des perspectives d'entrée dans la trajectoire des négociations de paix, de la possibilité de telles négociations et de la faisabilité d'un tel processus. Nos présidents sont parvenus à un accord lors d'une conversation téléphonique. Le président Poutine a adopté une approche cohérente. Il n'est pas moins un président unique que Trump. Le dialogue se déroule entre deux présidents vraiment remarquables. C'est prometteur. Il est important que rien ne les empêche de réaliser leur volonté politique. Prometteur, ça veut dire quoi, selon le Kremlin, selon vous, Général Trinquant? Alors, le Kremlin, là, d'abord, évidemment, il y a intérêt à montrer le président Poutine à hauteur du président Trump et capable de discuter avec lui, puisque c'était le souhait absolument de porter la Russie à hauteur des États-Unis. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les discussions à propos du business. C'est-à-dire que M. Poutine a bien compris qu'avec Trump, il fallait parler business. Donc pourquoi allez-vous chercher les terres rares en Ukraine alors que moi j'en ai plein? Et finalement, venez travailler chez nous. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de conditions, vous comprenez? Monsieur Zelensky vous met des conditions, commence à discuter les termes du contrat. Moi, pas du tout. Je vous ouvre les portes tout de suite. Donc c'est ça les portes en Ukraine, enfin... oui. Alors, il y a celles qui sont en Russie, et il y a celles dans le Donbass qui, effectivement... sont occupés par la Russie. Mais ça va jusqu'à la Sibérie. Oui, je pense que la Russie a besoin aussi d'exploiter un certain nombre de capacités dont elle est pourvue, et que les États-Unis, pour ça, sont importantes. Simplement, dans les recherches pétrolières, par exemple, si on ne va pas en Sibérie, mais près de l'Arctique, par exemple, il y avait besoin des sociétés américaines pour exploiter le pétrole dans ces régions-là. Et depuis qu'il n'y a plus de sociétés américaines, il y a moins de capacités. Donc voilà,
voilà, il a bien compris que ce qui intéressait M. Trump, c'est le business, donc il offre du business. Il lui dit précisément ce qu'il veut entendre, Vladimir Poutine, à Donald Trump? Oui, totalement. Et je pense que Vladimir Poutine a compris parfaitement ce que veut entendre Donald Trump. D'ailleurs, c'était significatif. Juste après leur premier coup de téléphone direct, le 12 février, il y avait un tweet de Donald Trump qui dit, en substance, c'est fantastique, Vladimir Poutine a compris ma révolution du bon sens, qui est un mot-clé chez Donald Trump. Il est revenu là, lors de la conférence de presse avec Macron, où il dit, voilà, les électeurs américains m'ont élu pour rétablir le bon sens à Washington comme dans le reste du monde. Et avec cette idée, voilà, moi je suis un homme de paix, il faut arrêter les guerres absurdes, ce qui compte, c'est le business. Donc, à la fois Poutine lui dit ce qu'il a envie d'entendre, lui-même rêve ou rêverait d'un prix Nobel de la paix, et pour les Russes, c'est au-delà de la divine surprise. Ils n'auraient pas imaginé à ce point que Trump irait au devant de leur desiderata, et c'est significatif qu'avant même de commencer à négocier, on l'a répété souvent, ils ont cédé sur 2 points essentiels, qui étaient la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et qui était le fait qu'elle ne retrouverait pas ses frontières de 2014. Donc on est dans une situation rêvée pour Poutine. Mais c'est vrai que ça paraît difficilement lisible, tant on était dans une tendance totalement inverse il y a encore quelques mois, quand c'était encore l'administration Biden. Mais vous me disiez tout à l'heure, avant le début de l'antenne, que finalement Donald Trump va au bout de ce qu'il avait commencé à réaliser lors de son premier mandat, qu'il n'avait pas pu faire parce qu'il était précisément empêché par son administration, c'est ça? Oui, tout à fait. Il renoue les fils de son premier mandat, d'ailleurs sur le G8 aussi, puisqu'il l'avait déjà proposé, sur l'idée d'être à la parade du 9 mai également, et d'établir ce qu'on appelle un reset sur le plan politique et sur le plan économique. Donc là, effectivement, il a une administration qui lui est loyale, donc il peut faire tout ce qu'il veut et prendre sa revanche, effectivement, sur ce qu'on l'a empêché de faire dans son premier mandat. Sur le plan économique, les Américains, les premières entreprises américaines étaient très présentes. ExxonMobil était dominante à Sakhaline, et il y a ce qu'on appelle la vallée du titane, qui est un gros projet, parce que la Russie était le premier producteur, je crois, avec les Américains. Boeing était là-bas. Et aujourd'hui, le représentant de la Chambre de commerce américaine à Moscou est à Washington pour discuter avec le Trésor, pour voir quelles sont les premières sanctions à lever dans l'intérêt des entreprises américaines. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions sur... C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, out of the blue, comme on dit, sorti nulle part. Ouais. C'est vraiment un projet qui est un projet trumpien, et les discussions ont commencé déjà il y a un certain temps. Et j'ajoute une chose qui peut vous paraître anecdotique, mais c'est souvent parce qu'il y avait des sanctions américaines après l'annexion de la Crimée, et américaines et européennes, et le Trésor américain déclarait que les projets européens n'étaient pas conformes, et après c'était des entreprises américaines qui obtenaient les contrats. Oui, et ça fait partie de ce qui est une des cohérences de Trump dans ses coups politiques par rapport à Poutine, qui est celle de, outre les marchés immenses que ça ouvre aux États-Unis, celle de, d'une certaine façon, d'essayer d'arracher la Russie à l'influence chinoise. L'influence chinoise. On y reviendra. On y reviendra après. Mais ça, c'est fondamental. Et la première des choses, c'est sur l'économie. Parce qu'effectivement, il y a un immense terrain qui s'ouvre à la Russie, et sur lequel, c'est quand même frappant de voir, d'un côté, les conditions absolument léoniennes avec lesquelles Trump veut imposer sa règle aux Ukrainiens pour le partage des terres rares et des minerais, et cette espèce de pragmatisme absolument ouvert et totalement disponible qu'il montre dans les discussions sur le même sujet avec la Russie. Pour l'instant, ce tandem a l'air de fonctionner de manière quasiment idyllique. Hein. Si on nous croit ce qu'on nous montre, en tout cas, il y a vraiment un partenariat de business. En tout cas, Vladimir Poutine dit à Donald Trump ce qu'il veut entendre. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va finir par être perdant dans l'histoire quand même? Moi, je pense que pour l'instant, on en est au stade des déclarations. C'est un peu la lune de miel, là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où M. Trump et le président Macron faisaient une déclaration à Washington, à 23h, le président Poutine faisait une déclaration à Moscou, dans lequel il reprenait des éléments, en particulier les éléments commerciaux, où il est revenu à profusion là-dessus. Donc ça veut dire qu'il veut marquer le terrain quand même.
il n'est pas sûr qu'à un moment, ça lui échappe pas. Il lui dit, qu'est-ce qu'on est en train de... La confiance n'est pas là, c'est clair. Enfin, ils veulent tous Il ne les fait pas deux... totalement confiance, évidemment, à Donald Trump, c'est ça que vous dites? À qui M. Poutine fait-il confiance? À part à lui-même. Voilà. Pas grand monde. Et qui peut faire confiance à Poutine. Mais en même temps, c'est la réalité Vous avez des... raison. Non, je pense qu'il y a absolument aucune confiance. Et donc, tout est dans le rapport de force et dans l'aptitude à négocier aujourd'hui. Alors, ça a commencé à Riyad, mais en fait, à Riyad... Ça continue à Riyad, hein, oui, d'ailleurs, mais aujourd'hui. il n'y a pas eu grand-chose de définitif, en fait. Hein. Et donc, les choses progressent. Et j'ai trouvé que la conférence de presse, enfin, du moins, l'intervention de M. Poutine, avait pour objet de ne pas laisser passer le temps, vous voyez. C'est-à-dire, OK, ils ont dit ça, nous on dit ça, donc on est toujours là, et donc on est toujours en train de négocier. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais il y a un point juste très rapide, c'est que, justement, par rapport à Riyad, la disproportion entre les délégations russes, ceux qui négocient côté russe, quand il y avait eu cette première rencontre et qui continue, qui sont, à commencer par Sergei Lavrov, qui sont éprouvés depuis des années par ce genre de questions, qui sont parfaitement expérimentées, y compris notamment dans la relation avec les États-Unis et plus, et le côté malgré tout assez jeune en la matière d'un Marco Rubio qui est le secrétaire d'État, Mike Waltz pareil d'une certaine façon, et Witkoff, le copain de Donald Trump de golf, qui a été le médiateur pour l'accord sur Gaza et qui maintenant on remet un peu au goût du jour par rapport avec la Russie, qui ont quand même beaucoup moins d'expérience, et là on peut craindre le pire en termes de stricto sensu de négociations où ils vont se faire rouler dans la farine. En tout cas, ce qui montre que les temps ont quand même changé, c'est que Donald Trump a désormais droit quasiment quotidiennement à la télé russe, à sa rubrique. On en parle avec vous, Charles Diwo, notre correspondant à Moscou. C'est tout nouveau, ça. Oui, désormais, chaque déclaration du président américain, elle fait la une des journaux ici. Rendez-vous compte, les sites internet ont même créé des rubriques dédiées aux conversations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une sorte de Trump Media ici en Russie qui n'a pas seulement touché les journalistes mais également la population. J'en veux pour preuve un exemple assez concret puisque hier dans une maternité en Sibérie, des parents ont décidé de prénommer leur enfant Trump. Alors d'autres moscovites nous expliquaient qu'il ne faut pas être trop naïf concernant ces nouvelles relations entre la Russie et les États-Unis et que Donald Trump ne doit pas être jugé simplement sur des déclarations mais bel et bien sur des actes concrets. Merci beaucoup Charles pour ces précisions qui ne demandent pas d'être surprenantes finalement. Sylvie Berman, depuis 3 ans, on a parlé d'une résurgence de la guerre froide, on en parlait très souvent, et puis là, on assiste à un rapport de force totalement inversé, et ces images de Donald Trump qui doivent quand même étonner l'opinion russe. Alors c'est effectivement un basculement du monde, hein. C'est une rupture entre les alliés, en réalité entre les États-Unis et les Européens, parce que pour les Européens, on continue à Moscou à parler de guerre froide en disant qu'on conserve cet esprit de... Alors pardonnez-moi, on a un petit écho en plateau, et donc on nous entend en version double, ce qui est assez désagréable. On va changer, voilà, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon ? Ah, alors on va essayer de trouver une solution. Il y a un petit écho. La montagne. Et je pense que beaucoup de Russes en ont assez de cette guerre aussi. Ils ne sont pas heureux d'être parias en Occident. Les Russes se sentent beaucoup plus européens que asiates. Et bon, ils aimeraient bien revenir en fait à la normale. Donc effectivement, pour eux, c'est une divine surprise. Donc ils en profitent. Et c'est pour ça que Trump est aujourd'hui très populaire. Dans l'esprit de Poutine, c'est tout sauf un naïf. Donc il profite de ce que Marc a appelé une divine surprise, mais en réalité, ils ne savent pas quel va être l'avenir, au-delà de l'avenir immédiat. Alors, ça se concrétise aussi sur le terrain diplomatique, parce que au même moment où il y avait la rencontre à Washington entre le président Macron et Donald Trump, il y avait un vote aux Nations Unies de résolution sur l'Ukraine, pour le 3e anniversaire de la guerre, où il y avait un texte où il y a eu un texte américain, basique, 65 mots, qui ne parlait pas une seule fois de l'agresseur, ni de la nécessité de conserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Territoriale de l'Ukraine.
qui a été porté par les États-Unis, alors ensuite qui a été présenté à l'Assemblée générale, ensuite le même texte a été représenté devant le Conseil de sécurité. La France et la Grande-Bretagne se sont abstenus. Voilà, la France et la Grande-Bretagne se sont abstenus, mais on a vu à l'Assemblée générale les États-Unis voter avec la Russie, la Corée du Nord et autres régimes similaires contre le texte présenté par les Européens et les Ukrainiens, qui lui faisait mention de la garantie de l'intégrité territoriale et d'une désignation claire de l'agresseur. C'était la première fois depuis une longue histoire de l'ONU que l'on a vu ce que l'on a appelé le P3, qui était le groupe France, Royaume-Uni, États-Unis, qui avait dominé l'Occident depuis des années, se fracasser comme ça. Et là, on a plutôt vu un P2 États-Unis-Russie, finalement. Enfin, exactement. Sous le contrôle de Sylvie Berman, simplement, sur les votes, le vote de l'Assemblée générale, moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi qu'on est... Vous savez, il y a eu le même vote il y a 1 an exactement. Et à l'époque, il y avait 141 votes pour soutenir l'Ukraine, intégration, etc. Là, il n'y en avait plus que 93. C'est-à-dire qu'il y en a pas loin de 50 qui ont disparu. Et ça veut dire, j'ai bien analysé les deux, c'est autant des gens pro-russes que des pro-américains, en fait. Donc, on voit que sur ce sujet-là, ils sont d'accord. Et sur le vote au Conseil de sécurité, moi, j'ai été frappé de ce que les Européens, pas seulement les Britanniques et les Français, mais les 2 autres Européens qui sont au Conseil, se sont abstenus. Or, le point clé, c'est qu'on ne parle plus de l'intégrité territoriale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de facto, mais il faudrait voir dans les arcanes de la diplomatie française, finalement, on a passé l'intégrité territoriale, c'est-à-dire le fait que le Donbass soit occupé par la Russie, par pertes et profits. C'est relégué totalement, ce coupant, une capitulation totale. Théoriquement, les Européens, alors ça aurait aggravé le contentieux avec Washington, mais théoriquement, les Européens auraient pu au Conseil de sécurité, la France et la Grande-Bretagne, leur veto. C'est une reconnaissance de la réalité en même temps. Joe Biden le disait aussi. Tous les militaires américains disaient que c'était impossible de reconquérir les territoires. Et c'était également reconnu par Volodymyr Zelensky, qui dit on n'a pas la force de les reconnaître. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, c'est un principe. Autant désigner l'agresseur, c'est une autre chose, mais là, c'était difficile. Et les votes à l'Assemblée générale, effectivement, c'est très important. J'ai été 10 ans dans les affaires onusiennes, à New York ou à Paris. En réalité, vous avez 91 voix contre cette résolution. Mais en réalité, tous ceux qui se sont abstenus, qui ont voté contre ou qui ne sont pas présentés au vote, sont une majorité, ce qui est un changement par rapport à inversé par rapport à l'année dernière. Mais les Américains font toujours campagne quand il y a une résolution. C'est-à-dire, ils vont voir les différents pays, parfois sur un ton menaçant. Alors parlons maintenant d'argent, en tout cas des minerais, de cette perspective de faire du business et du good deal, comme dit Donald Trump, avec Vladimir Poutine qui parle des minerais présents justement dans les territoires ukrainiens désormais russes. Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers dans les soi-disant nouveaux territoires, nos territoires historiques, qui sont revenus à la Fédération de Russie. Il y a aussi certaines réserves de terres rares. Nous sommes prêts à y travailler avec nos partenaires, y compris américains. Alors, il y a cette partie-là, et puis il y a aussi, venez, on vous ouvre les portes, en Sibérie. On écoute Vladimir Poutine. Nous sommes prêts à offrir à nos partenaires américains une opportunité de coopération, si cela les intéresse. Et quand je dis partenaires, je parle non seulement des structures gouvernementales et administratives, mais aussi les entreprises privées. Concernant les terres rares, nous avons sans aucun doute plus de ressources que l'Ukraine. Alors je vous vois effectivement... Ouais. Eh oui, il a bien compris que c'était le business qui intéressait. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les 2 points, c'est-à-dire la Russie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est ouverte, venez travailler, etc. Mais la Novorossia, la nouvelle Russie, là dont il parle, c'est intéressant parce que d'une certaine façon, c'est entériné de facto que c'est russe. Puisqu'on va discuter avec nous de cette exploitation sur un territoire dont beaucoup de gens discutent encore du fait que ce soit russe, mais sur le fait, on vient de le dire, que le principe de réalité, c'est que c'est fait. Ça sera, voilà, c'est fait. Ce qui est quand même terrible pour les Ukrainiens qui luttent depuis 3 ans. Ouais, moi, vous savez, j'ai une pensée militaire, là. J'ai une pensée militaire. Oui. Je pense aux soldats ukrainiens qui sont en train de se battre dans la région de Potrovsk, qui risquent leur vie. On les a entendus. Ils veulent se battre, ils veulent continuer à se battre, et en se disant, oui, mais de toute façon, tout ça, ça va être russe, quoi.
Tout ça pour rien, en quelque sorte. Je pense que pour ceux qui se battent depuis longtemps sur le front, ils ont du mal, effectivement, à renoncer à accepter un accord de paix. Maintenant, on sait que les jeunes ne veulent plus aller se battre dans le Donbass. Une grande difficulté de la mobilisation, bien sûr. Ils ne veulent pas être sacrifiés, comme ils le disent, pour un village du Donbass dont ils n'ont jamais entendu parler, et ce qui rend les choses très difficiles. Et encore une fois, ce que fait Volodymyr Zelensky, qui se bat désespérément pour l'indépendance de son pays, c'est d'essayer des voies de sortie. Parce que l'affaire des terres rares, c'est quand même lui qui l'a apporté à Donald Trump. Et ça se au mois de septembre. Ça se retourne contre lui. Alors oui, il ne s'attendait pas à un racket, ou en tout cas une prise comme l'a fait Donald Trump. Mais effectivement, c'est très compliqué pour lui. Donc il essaie tout. Parce que là, ce qu'on voit sur cette carte, c'est très clairement le partage du gâteau entre les deux gros que sont Trump et Poutine. C'est ça qui est en train de se passer. Oui, il y a un dépeçage de fait. C'est un dépeçage. Sans l'Ukraine. Pour le moment. Alors bon, théoriquement, Zelensky doit aller à Washington, mais ça change pas grand-chose à ce fait. Et ce qui est terrible, c'est que les Européens entérinent, faute de pouvoir faire autre chose. En fait, sur l'affaire des terres rares du côté ukrainien, effectivement, le président Zelensky l'avait présenté, et pour lui, ça permettait d'obtenir une contrepartie américaine. Mais il ne s'imaginait pas le niveau de raquette de M. Trump. C'est-à-dire qu'il met ça... En fait, c'est pour rembourser les 350 millions de dollars dépensés par les États-Unis. Oui, alors d'ailleurs, il y a eu une très longue bataille de chiffres hier, notamment avec Emmanuel Macron. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Alors sur les dons et sur les prêts. Mais sur les 350 milliards de dollars, je voudrais simplement rappeler qu'avec les Américains, rien n'est jamais gratuit. Et que donc, il ne s'agit pas que de l'argent fourni à l'Ukraine, il s'agit aussi de tous les investissements américains. Un AWACS qui vole en l'air, ça se paye. Des soldats américains qui sont envoyés en Pologne, ça se paye. Et là, on vous fait tous les listings, et au bout de temps, on arrive à 350 milliards. Vous savez, quand l'armée française se déployait au Sahel, elle devait payer les avions américains. Oui, mais on va en reparler dans un instant, c'est promis, de cette bataille de chiffres, et d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui a recadré en conférence de presse Donald Trump. Donc vous restez avec nous, et on en parle dans un instant. À tout de suite. 17h20, très exactement. Merci d'être toujours avec nous dans le grand dossier sur LCI. Nous allons revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron hier à la Maison-Blanche, en se posant cette question. Quel rôle pour la France dans ce tandem qui est en train d'émerger de manière très, très forte, le tandem États-Unis-Russie. Est-ce que Emmanuel Macron peut inverser le cours des choses? Emmanuel Macron, mais évidemment l'Europe de manière plus générale. Regardez d'abord cette séquence. On pourrait presque parler de conte d'apothicaire, avec quand même un recadrage du président français à l'intention du président américain. Je soutiens l'idée que l'Ukraine soit d'abord indemnisée, parce que c'est elle qui a perdu beaucoup de ses concitoyens et qui a été détruite par ces attaques. Ensuite, tous ceux qui ont payé pourraient être indemnisés. Mais pas par l'Ukraine, par la Russie, parce que ce n'est pas elle qui a été agressive. Pour que vous compreniez bien, l'Europe prête de l'argent à l'Ukraine et ils récupèrent leur argent. Non, pour être franc, nous avons payé 60% de l'effort total par le biais, comme les États-Unis, de prêts, de garanties, de subventions. Et nous avons réellement fourni de l'argent à l'Ukraine. Il y a 230 milliards d'actifs russes gelés en Europe. Mais ce n'est pas une garantie de prêt, car ils ne sont pas à nous. Ils sont donc gelés. Si lors des négociations, la Russie est prête à nous les donner, on en sera ravis. Mais à la fin, la Russie payera pour cela. C'est ce que je souhaite. Si vous pensez que ça ne me dérange pas qu'ils récupèrent leur argent, ça n'était pas le cas. Mais maintenant, ça l'est. Une séquence pour le moins étonnante qui est devenue virale, évidemment. On continue d'en parler avec le général Dominique Trinquant, avec Marc Semeau et Sylvie Berman. Et puis, nous sommes également avec Pascal Boniface. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits, paru aux éditions Armand Collin. Une première peut-être réaction, Pascal Boniface, sur cette séquence où beaucoup de choses se jouent entre le dit et le non-dit, entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Oui, c'est savoir qui va payer, mais en fait, la réalité des chiffres ne compte pas pour Donald Trump.
effectivement, les chiffres que fournit le président de la République sont exacts. Ceux que fournit Donald Trump ne le sont pas. Mais Donald Trump s'en tiendra aux chiffres qu'il a fixés. Et on voit bien, moi, ce que je crains un peu, c'est qu'il y ait une sorte de deal où les États-Unis vont s'accaparer des terres rares ukrainiennes sur lesquelles ils lorgnent, pendant que nous continuerions à financer l'effort ukrainien et à envoyer une aide à l'Ukraine. En tous les cas, c'est clair pour Trump, il n'y aura pas d'aide à l'Ukraine, il n'y aura plus d'aide à l'Ukraine, et nous allons continuer. Et il ne faudrait pas qu'en plus, il y ait un accord économique sur les terres rares entre les États-Unis et l'Ukraine qui nous passerait au-dessus de la tête. Mais une fois encore, la vérité des chiffres, qui sont plutôt du côté de ce que dit le président français, ne compte pas pour le président américain. Vous partagez cette analyse, Marc Semeau, sur la vérité tout court d'ailleurs, est très, la vérité des chiffres, ce que disait Emmanuel Macron est vérifié par de nombreux instituts indépendants, etc. Mais visiblement, ça ne compte plus, ça. Mais pour Trump, ça ne compte plus, mais il y a les réalités alternatives. Mais ce qui est quand même très impressionnant dans ces idées-là, ce qui apparaît très clairement, c'est que les Américains veulent les richesses de l'Ukraine. Les Européens, eux, devront continuer à s'occuper d'aider militairement l'Ukraine, parce qu'elle aura besoin, malgré tout, y compris s'il y a un accord de cessez-le-feu, de garder des capacités militaires musclées. Et deuxièmement, surtout, de déployer éventuellement une force européenne capable de rassurer les Ukrainiens et d'être une garantie de sécurité. Donc, d'une certaine façon, ça aura été une opération extrêmement rentable pour les États-Unis et pour l'Europe. On n'a pas le choix, c'est nécessaire. L'Ukraine fait partie de l'Europe, c'est notre frontière orientale, mais le coût sera rude. Général ? Non, mais simplement, les coûts ne sont pas les mêmes. On voit bien le président français qui décortique en dons, prêts, etc., etc. Les Américains, c'est voilà ce qu'on a dépensé. Et ce qu'on a dépensé, c'est ce qu'on a donné à l'Ukraine et ce qu'on a dépensé nous-mêmes. Et ça fait un impact global. Et plus il est gros, plus c'est intéressant pour M. Trump. Et ça, il faut qu'on se le fasse rembourser. Donc voilà, évidemment, on ne peut pas être sur la même ligne. Alors, qui paie quoi très exactement ? Parce nous, on a dit évidemment que c'était Emmanuel Macron qui avait les bons chiffres, mais on va voir les chiffres avec vous, Jade Partouche. On a besoin d'y voir clair dans cette bataille de chiffres. Donc, qui paie quoi à l'Ukraine entre l'Europe et les États-Unis ? Alors, à en croire Donald Trump, ce sont les États-Unis qui payent beaucoup plus, et de très loin, sachant qu'en plus il avance plusieurs chiffres différents. Sacré lapsus, dites-moi. Ouais. Hier, à la Maison-Blanche, il parlait de 350 milliards de dollars d'aide. Écoutez. Nous en sommes à 350 milliards de dollars. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, mais c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est la faute de l'administration Biden. La semaine d'avant, le président américain demandait à Zelensky de lui rendre 500 milliards de dollars que les États-Unis auraient versés depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces deux allégations sont totalement fausses. En tout, depuis le début de la guerre, ce sont précisément 267 milliards d'euros qui ont été versés à l'Ukraine, donc 279 milliards de dollars. On est très loin des 350 milliards avancés par Donald Trump. C'est un think tank allemand qui documente assez bien l'aide qui a été fournie par les différents pays qui donnent ces chiffres. Cette aide, vous le voyez, elle se divise en trois. L'aide militaire à hauteur de 130 milliards d'euros, l'aide financière 118 milliards et l'aide humanitaire 19 milliards. Quand les États-Unis affirment que ce sont eux qui ont le plus aidé l'Ukraine, c'est totalement faux. L'Europe est le premier contributeur. Je regardais, c'est très clair, 131 milliards d'euros ont été versés depuis le début de la guerre par l'Europe contre 114 pour les États-Unis. Une différence qui s'explique aussi notamment par cette barre que je vous ai mis au milieu de l'infographie. Le Congrès a bloqué l'aide américaine pendant près de 9 mois à partir de mi-mai 2023. Mais vu que le diable se cache dans les détails, j'ai quand même un petit peu creusé. Si on se concentre seulement sur l'aide militaire, là, effectivement, les États-Unis passent devant l'Ukraine, mais de quelques milliards seulement. 62 milliards d'euros versus 64 milliards d'euros pour les États-Unis versus 62 pour l'Europe. Mais pris dans son ensemble, effectivement, c'est l'Europe qui donne plus. Attention tout de même, quand je parle d'Europe, je parle de l'institution européenne, mais aussi des États européens pris séparément les uns des autres. Donc de l'argent qui a été sorti de la caisse européenne commune et de l'argent qui a été sorti des États européens. Quand Trump avance que les États-Unis ont plus donné que l'Europe, s'il parle de l'Europe stricto sensu, là, effectivement, il a raison. L'Union européenne, à elle seule, a donné 48,9 milliards d'euros contre toujours ces 114 fournis par les États-Unis. Merci Jade de rappeler ces chiffres, même si finalement Sylvie Bermann
Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, j'allais dire, la vérité ne compte plus. On parlait tout à l'heure des faits alternatifs. Il y a une époque où le mensonge était le pire péché aux États-Unis. C'est terminé. Donc les gens savent que Trump ment, lui sait qu'il ment, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la force. Et il incarne cette force et ce pouvoir. Alors, le rôle de l'Europe dans tout ça, on entendait tout à l'heure Emmanuel Macron recadrer Donald Trump. Pascal Boniface, il l'a aussi dit devant Donald Trump, il l'a glissé de manière souriante, mais il a quand même dit, rappeler que l'agresseur, c'est la Russie. C'était important de le faire à ce moment-là, devant Donald Trump, qui était obligé de, non pas d'acquiescer, mais au moins de dire, bah oui. Oui, Donald Trump a traité Zelensky de dictateur. Alors, il n'y a pas eu d'élection, mais le pays est en guerre, ça se comprend. Il a été élu. Et effectivement, c'est bien la Russie qui a attaqué l'Ukraine et non pas l'inverse. Donc, je crois qu'il était bon de répéter cela. Mais une fois encore, ça ne fera pas changer Trump. Et par rapport aux chiffres que vous venez de donner par rapport à l'aide européenne, il faudrait ajouter l'ensemble des avoirs européens qui ont été abandonnés en Russie, puisqu'il y avait une présence économique européenne beaucoup plus forte. Et toutes ces entreprises ont laissé leurs installations, leurs avoirs gratis qui ont été récupérés par les Russes. Donc l'Europe a payé un coût, alors c'est ce continent européen, mais l'Europe a payé un coût beaucoup plus lourd. Mais une fois encore, le fait de rappeler que c'est bien la Russie qui a agressé ne changera pas. Trump a pris sa décision, il a une ligne, il va s'y tenir. On ne doit pas en être étonné parce qu'il avait annoncé à l'avance au cours de la campagne électorale. Et donc sa ligne, c'est « je dois me rapprocher de la Russie ». Les alliances, le droit international, ça ne compte pas. Et je pense que je peux avoir un partenaire avec Poutine plus intéressant que les Européens. Et je crois que quelque part, aller essayer de plaider la cause de l'Ukraine et de paraître un peu en position de demandeur ne peut qu'aggraver notre position par rapport à Trump. Ça ne l'ébranlera pas, ça ne fera pas changer de position et ça affaiblit encore, ça nous affaiblit encore un peu plus à ses yeux. Alors ça, on va réagir là-dessus. Oui. Non, il y a eu une phrase d'un journaliste qui demande pendant la conférence de presse à Trump comment il considérerait, est-ce qu'il considère Poutine un dictateur, et Trump ne répond pas. Oui. Alors, on va revenir sur ce que disait Pascal Boniface, qui est intéressant, effectivement. D'abord, un détour par Kiev, où on va rejoindre notre envoyée spéciale, Gwendoline de Bono. Bonjour, Gwendoline. Les Ukrainiens, dans cette situation qui s'est totalement retournée en leur défaveur en peu de temps, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette initiative française? Est-ce qu'ils pensent qu'Emmanuel Macron et l'Europe au sens large peuvent encore les protéger? Écoutez, d'une manière générale, les initiatives et l'énergie d'Emmanuel Macron sont saluées ici à la fois par les habitants et par la classe politique. Le président français est très populaire ici parce qu'il est considéré en quelque sorte comme le porte-parole de l'Europe. À travers lui, ce qu'apprécient les Ukrainiens, c'est de voir une Europe qui compte faire, qui veut faire entendre sa voix. Il faut comprendre que les Ukrainiens sont toujours en train d'encaisser ce choc, de ce revirement politique américain qui s'aligne sur les intérêts russes. En revanche, il y a plusieurs choses. Les Ukrainiens ne croient pas, comme Emmanuel Macron l'a dit, qu'une trêve soit possible d'ici les prochaines semaines. Ça, personne n'y croit en Ukraine. Il faut rappeler, c'est aussi pour ça que personne n'y croit, que lorsque les Ukrainiens et les Russes négociaient, parce que ça a été le cas au tout début de la guerre, il n'y a jamais eu de cessation des hostilités. Autre point, la proposition des Européens portée par Emmanuel Macron, d'envoyer des troupes pour garantir, un cessez-le-feu. Cette proposition, elle est diversement commentée ici. D'un côté, elle est considérée comme utile parce que c'est l'élément principal. Elle viendrait sans doute avec une bulle de défense anti-aérienne, mais elle n'est pas considérée comme une garantie en soi. Voilà ce que disait tout à l'heure un député ukrainien qui est spécialiste des questions de défense. Il disait si la Russie venait à attaquer de nouveau l'Ukraine, cette force de maintien de la paix, ces soldats seraient les premiers à partir. Merci beaucoup Gwendoline de Bono avec Thibaut Bruck en direct de Kiev. Vous vouliez réagir, Général? Oui, sur deux choses. Sur les chiffres, d'abord. Pour revenir sur les chiffres, on voit que Trump est un bon négociateur. Il ne coupe pas les chiffres en 6 morceaux. Voilà ce que ça me coûte. Oui. Ça me coûte ça. Et je veux récupérer ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le deuxième point, c'est sur le commerce avec la Russie. On me revient une phrase à l'époque des bolcheviks où on disait les capitalistes vendront la corde qui les prendra. Oui. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Poutine a bien compris
il faut aller par le business. Le reste, on va le laisser de côté. Et on voit bien que ça n'intéresse pas Trump, le reste. Donc, allez dans le business, enferrez-vous avec la Russie dans le business, et vous allez, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, l'Europe va payer. Et ça va lui coûter très cher. Et donc, cette corde que M. Trump, d'une certaine façon, va vendre en faisant du business c'est plus des bolcheviks, c'est Poutine, mais ça va être au détriment, bien sûr, des Européens, de l'Ukraine et de la relation transatlantique. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron et les Européens d'une manière générale, cette Europe élargie, avec les Britanniques, on sait que Keir Starmer va à son tour plaider devant Donald Trump à la Maison-Blanche jeudi prochain, tout ça, ce sont des coups d'épée dans l'eau ? Alors l'Europe est évidemment complètement impuissante aujourd'hui, mais je pense que Emmanuel Macron a raison d'aller à Washington, de faire entendre la voix de l'Europe, d'autant plus qu'il est le seul à pouvoir le faire, puisque le président du Conseil de l'Union européenne n'a pas le poids, qu'il n'y a pas de gouvernement en Allemagne. Et bon, Keir Starmer ira, mais il ne représente pas l'Europe, même s'il peut y avoir une coalition dont les cartes ont été rebattues un peu au niveau de l'Europe. Les cartes ont été complètement rebattues. Et il se trouve que Donald Trump aimait bien Emmanuel Macron. J'avais eu des témoignages de cela. Et on le voit d'ailleurs qu'il le ménage sur la forme, pas nécessairement sur le fond, parce que Donald Trump a pris sa décision, mais ça fait 6 mois qu'il nous annonce ce qu'il va faire en réalité. Alors ça va beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire ce partenariat renouvelé sur les questions économiques ou autres, on s'y attendait pas. En revanche, sur le politique et sur l'arrêt de la guerre, c'est une de ses promesses de campagne, et il veut mettre fin à cette guerre. On rappelle toujours qu'il recherche le prix Nobel. Donc au-delà de l'économie, je pense qu'il y a cet objectif politique aussi. Oui, il faut qu'on avance. Je voudrais parler des troupes en Ukraine aussi, c'est important. On parle avec vous. Macron a raison de tenter sa chance, de tenter ce pari trumpien, comme il l'avait fait d'ailleurs pendant le premier mandat. Oui, malgré les bonnes relations entre les deux hommes, on le voit au niveau du langage corporel, sur le fond, les divergences restent entières. Et on a vu lors du premier mandat que cette politique de Jamadou Trump pour l'influencer n'a pas marché. Trump a quitté l'accord sur le nucléaire iranien, Trump a quitté l'accord sur le climat. Donc là, l'idée, c'est d'arriver effectivement à dire on a besoin d'une garantie américaine pour le déploiement de cette force de sécurité européenne, parce que c'est un filet de sécurité, parce qu'ils ont une capacité dissuasive vis-à-vis de la Russie. Nous, Européens, on peut avoir la capacité organisationnelle, la capacité de mobiliser ces hommes, mais c'est un défi immense, cette troupe. Et ça veut dire, et je termine là-dessus, il faut à la fois être rassurant vis-à-vis des Ukrainiens, dissuasif vis-à-vis des Russes et crédible vis-à-vis des Américains. Eh bien, écoutez ce que disait Emmanuel Macron à ce sujet hier. Et nous avons pu aussi évoquer tout le travail qui a été fait avec nos partenaires britanniques pour concevoir justement ce que pourraient être des déploiements de forces de paix sur le sol ukrainien qui constitueraient une part de ces garanties de sécurité à laquelle d'autres pays d'ailleurs sont prêts à se joindre et pour laquelle évidemment la solidarité, le soutien américain sont indispensables. Et je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir commencé le travail avec nous sur ce point. Et je crois pouvoir dire que l'accord que vous vous apprêtez à signer avec l'Ukraine et la discussion très claire que nous avons eue à cet égard, pour moi, sont des garanties solides, que nous nous sommes compris et que notre volonté est la même. Pascal Boniface, une réaction à cette perspective en cas de cessez-le-feu et d'accord de paix sur ce déploiement de troupes françaises et peut-être européennes? En fait, les Anglais et d'autres disent ça ne pourra pas être possible s'il n'y a pas une garantie américaine. Et les Américains disent qu'ils ne donneront pas la garantie. Par ailleurs, les Russes n'en veulent pas. Donc je crains qu'on s'illusionne. Pendant 2 ans, on s'est illusionné en disant que la guerre s'arrêtera lorsque l'Ukraine aura récupéré tous les territoires qu'elle a perdus, ce qui aurait été légitime, mais ce qui n'était pas réaliste. Et là, effectivement, il serait utile, légitime, qu'il y ait des troupes européennes qui soient déployées, mais certains ne veulent pas entendre parler, d'autres le conditionnent à un appui américain. Donc c'est quand même peut-être aussi illusoire. Il faudrait peut-être voir d'autres solutions. Et moi je pense que quelque chose qui n'est pas tenté mais qui pourrait l'être, c'est garantir la sécurité de l'Ukraine par des troupes de pays qui sont des pays des BRICS, parce que la Russie n'osera pas les attaquer. Et que ça serait une garantie très sérieuse. Alors c'est un changement. Mais là honnêtement, et en plus on a combien d'hommes à déployer? La France pourra envoyer 10 000 hommes. Bon, peut-être les autres... On parle autour de 30 000 hommes,
Oui, tout mouillé, enfin, total, tous les ouais. pays européens. 10 000 Français, Oui, 10 000 10 000 Britanniques, oui, et les autres, les Zelensky Allemands. en demandait 200 000. Alors, Zelensky demandait 200 000 hommes, donc on n'y est pas. Et une fois encore, dans la mesure où la plupart des autres pays européens conditionnent ce déploiement d'une garantie américaine et que Donald Trump, visiblement, ne veut pas la donner, je crains qu'on parte de nouveau sur une piste illusoire. Deux réactions très rapidement. Non, juste sur le fait de présenter dans la négociation, important de dire, vous voyez, nous, les Européens, on s'engage. Donc vous allez nous faire négocier parce qu'on est capable de mettre des troupes sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avec le lien avec les États-Unis. Ça a été clairement dit par le président Macron et c'est une constante. Vous voulez pas de mettre de force au sol ? Pas de problème. Mais le renseignement, l'appui aérien, c'est vous. Et donc vous allez nous donner ça. Et donc le troisième point, c'est ce lien franco-britannique. Il y a 10 ans, on a signé les accords de Lancaster House, qui devaient être revus cette année. Et depuis longtemps, les Britanniques et les Français, et les militaires, ont l'habitude de travailler ensemble et avaient formé, qui est plus valable aujourd'hui, ce qu'on appelait le corps expéditionnaire franco-britannique. Et bien c'est sur cette base qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui pour avoir une proposition. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain, mais ça veut dire qu'on met ça sur la table de négociation. Là, c'est un air d'entente cordiale qui flotte. Absolument. Et ce que ne veulent absolument pas les Américains, c'est en cas de mort, devoir intervenir et déployer des soldats sur le terrain. Peut-être qu'in fine, ils accepteront de fournir le renseignement et les aspects logistiques. Et d'autre part, je ne crois pas à la possibilité d'une force uniquement européenne. Il y aura des Chinois, des Indiens, des membres des BRICS également. Les Chinois, justement, on en parle dans un instant parce que c'est ça l'objectif évidemment de Donald Trump, c'est d'essayer d'isoler son grand ennemi, à savoir la Chine. On en parle dans un instant et je remercie Pascal Boniface d'être venu par Skype dans le plateau du Grand Dossier. Vous restez avec nous, on parle de la Chine dans un instant, à tout de suite. Le Grand Dossier, toujours en direct sur LCI, avec ce tandem qui marche pour l'instant main dans la main, Vladimir Poutine et Donald Trump. Les Européens qui tentent de faire entendre leur voix. On a évoqué Emmanuel Macron, sa visite à la Maison-Blanche hier. Et puis dans tout ça, il y a aussi la Chine, le grand ennemi des Américains. Donald Trump, dont l'objectif est vraisemblablement d'essayer d'isoler la Chine, en tout cas de se rapprocher vraiment de la Russie. Et ces deux pays qui ont décidé de rappeler leur amitié très forte. On va en parler toujours avec Sylvie Bermann, avec le général Dominique Trinquant, Marc Semot, et également avec nous Emmanuel Véron, docteur en géographie et spécialiste des relations Chine-États-Unis. Je vais vous soumettre d'abord, Sylvie Bermann, si vous voulez bien, ces communiqués du Kremlin et de Pékin. On va commencer par la présidence russe. Vladimir Poutine a informé le président chinois des récents contacts avec la Russie, entre la Russie et les États-Unis. La partie chinoise a exprimé son soutien au début du dialogue entre la Russie et les États-Unis, ainsi que sa volonté d'aider à la recherche d'un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Et puis le communiqué, cette fois du côté de la présidence chinoise, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé son partenariat sans limite avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les relations entre la Chine et la Russie sont mues par une puissante force interne et une valeur stratégique unique et ne sont pas influencées par une quelconque tierce partie. Voilà, on essaye de rééquilibrer les choses, de bien repositionner tout le monde. Comment est-ce que vous lisez cette succession de communiqués de part et d'autre ? En tout cas, voilà qui est clair, effectivement, c'est un partenariat de long terme. La Chine et la Russie, contrairement aux Occidentaux, qui n'ont pas d'élections, ou de véritables élections, ont un raisonnement dans la durée et à long terme. Et même s'il y a un rapprochement aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, c'est pas nécessairement durable, et donc l'intérêt des deux pays est de maintenir ce partenariat qu'ils ont qualifié d'amitié sans limite, mais c'est pas une alliance en même temps. Pour la Russie, ça offre un petit peu d'air et puis la possibilité d'avoir une autre option, d'autres relations, puis de se rapprocher de l'Occident, puisque jusque-là c'était un paria. Et du côté chinois, je pense qu'ils sont assez tranquilles là-dessus, parce qu'à terme, ils continueront d'avoir besoin l'un de l'autre au Conseil de sécurité, où on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce qui arrivera à Taïwan. Donc leur intérêt, c'est de maintenir en tout cas cette relation. Je ne sais pas d'ailleurs si Trump est assez naïf pour s'imaginer que ça marche. Que les Chinois se retrouveraient isolés. Oui, je ne pense pas. En plus, on ne sait pas ce que Trump va faire avec les Chinois, parce que jusqu'à présent,
il n'a rien dit sur ce que... Bon, c'est sûr que c'est le concurrent naturel pour numéro un, et que là, il y a une vraie guerre froide, en particulier sur tout ce qui est technologie et intelligence artificielle, mais il va peut-être essayer de nouer aussi une relation privilégiée avec Xi Jinping. Mais le grand rêve, d'une partie de l'administration américaine, mais aussi, par exemple, des droites européennes, c'était cette idée qu'on pouvait, de la même manière que Kissinger, à l'époque de Nixon, avait cassé le bloc de l'Est en misant sur Mao Tse-tung et la Chine contre l'Union soviétique, on peut aujourd'hui, dans ce triangle stratégique, faire le contraire. Et c'est une idée qui se nourrit du fait que, finalement, les valeurs dont se réclame sans arrêt Poutine sont des valeurs chrétiennes. Il y a une espèce de socle civilisationnel sur lequel on peut se retrouver. C'est aussi une idée très forte dans les droites européennes, mais aussi américaines, qui voient en Poutine un peu l'utopie réactionnaire réalisée. Et l'idée aussi que le partenariat, cette amitié sans limite entre la Chine et la Russie, il y a quand même énormément d'ambiguïté. C'est-à-dire, il y a d'un côté un pays qui est devenu la seconde puissance économique mondiale, extrêmement dynamique, surpeuplé, et de l'autre, cette immensité vide de la Sibérie qui déborde de matières premières, que nécessairement, d'une manière ou d'une autre, la Russie va devenir vassale d'une Chine toujours plus puissante, et que donc, ils en sont conscients, et que donc il s'agit de jouer là-dessus pour essayer de les rapprocher des États-Unis. Emmanuel Véron, dans ce rapport de force qui est en train de se jouer, cette tectonique des plaques entre la Russie, les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté, comme disait Sylvie Bermann, de la part de Donald Trump, d'imaginer qu'il pourrait réussir, en quelque sorte, à isoler un peu la Chine, pardon ? Je crois qu'en fait, c'est effectivement c'est la grille de lecture essentielle de la décision stratégique américaine. C'est bien ça, une sorte de revirement d'alliance ou une sorte d'alliance de revers, de bien voir que le concurrent principal, le rival principal de l'administration américaine, de l'économie américaine, de l'industrie américaine, de l'outil militaire américain, c'est la Chine. Et que dans ce cadre-là, les Américains ont essayé beaucoup de choses, et l'idée de se rapprocher de Moscou serait donc de détacher, ça a été dit d'ailleurs par vos invités, de détacher la Russie de la Chine. Probablement que sur certains aspects, il y aura des mouvements. Et je crois que stratégiquement, les Américains ne font pas ça par hasard. C'est-à-dire qu'ils connaissent quand même très très bien l'univers chinois. Ils connaissent quand même très très bien l'univers russe. Et d'ailleurs, inversement, Russes et Chinois connaissent très très bien l'environnement stratégique américain. Mais je pense qu'il y aura probablement des mouvements. Ce qui est intéressant, c'est à horizon 6 mois, 1 an, les effets de ce revirement stratégique. En tout cas, les effets de ce supposé rapprochement et la réalité concrète de ce rapprochement entre Washington et Moscou. Pour l'instant, rien n'est écrit, rien n'est concrètement fait. C'est vrai que c'est encore un peu tôt. On est encore déjà sous la sidération de cette inversion des rapports. Donc. Oui, complètement. Mais il faut se souvenir que, comme cela a été souligné, les Américains sont soumis aux élections. Que le président Trump a été élu il y a 1 mois et qu'il a donc 3 ans, si tout se passe bien, au midterm election, pour réaliser ce qu'il a à faire. Donc, c'est pas le même calendrier la Russie, en Chine et en Russie. Voilà, la Russie et la Chine n'ont pas du tout le même calendrier. Même si, il faut le souligner quand même, on parle de l'âge aussi. Le président Trump a 78 ans. Le président Xi, comme le président Poutine, ont 72 ans. Vous voyez, ils ne seront pas éternels, ça changera. Mais peu importe, il n'y a pas d'élection, et donc il y a un système qui fonctionne. Et ce système fonctionne sur la durée. On sait que les Chinois, la date importante pour eux, c'est 2049. C'est le centenaire de la Révolution. Et donc, ils voient ça. Mais maintenant, il y a une constante quand même du côté américain, que ce soit démocrate ou républicain, c'est le problème de la Chine. Et démocrates comme républicains, depuis maintenant 10 ans, on dit que leur adversaire potentiel, c'était la Chine. Mais dernier point, si le problème se règle avec une intégration du Donbass à la Russie, le problème de Taïwan va se poser. Parce que, évidemment, comment dire aux Chinois, écoutez, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent avec le Donbass, Ukrainiens, et vous pouvez pas toucher à Taïwan.
Il y a aussi le sujet de la dépense, des dépenses militaires. Hein. La Russie et les États-Unis qui envisagent une réduction des dépenses militaires. Et là, la Chine dit, attendez, ça ne sera pas possible. Non, bien sûr, parce qu'en réalité, la Chine est dans une phase de rattrapage. Et elle n'a pas le nombre de missiles qu'ont les... Elle en a 500, les Elle autres en a 500, mais ce qui est un progrès, parce qu'elle en avait 100 il y a peu de temps. C'est un des rares secteurs où elle a du retard. Oui, absolument. Ouais. Donc elle entend en avoir 1000 d'ici à 2030, je crois. Et donc elle est effectivement pas prête à cette négociation-là dont elle ferait les frais. Et ça serait une nouveauté. Je rappelle que les accords, pour l'instant, c'est uniquement entre Moscou et Washington. Même les Européens ne sont pas concernés. Et la Chine n'était pas concernée. Et la montée en puissance de l'appareil nucléaire chinois amène à dire il faut se poser cette question-là. Et à ce moment-là, les Chinois disent bah oui, mais alors les Européens, là, les Britanniques et les Français, pourquoi ils ne sont pas dedans ? Les Indiens, qui sont quand même des grands ennemis des Chinois, pourquoi ils ne sont pas dedans ? Les Pakistanais. Donc vous voyez, on ouvre une boîte un peu compliquée là. Sur le rapport entre les deux hommes, Xi Jinping et Vladimir Poutine, quel est-il au juste ? Il est excellent. Moi, je les ai vus plusieurs fois. Non, authentiquement. Ce n'est pas partagé par la population chinoise ou russe qui ne s'aiment pas beaucoup, qui ont beaucoup de prévention. Mais au niveau de Xi Jinping et de Vladimir Poutine, les relations sont excellentes. Elles sont proches, ils se comprennent, ils ont des points communs et ils considèrent qu'ils ont un ennemi commun. Et c'est ça le ciment le plus fort de leur relation. Mais avec une différence. Je suis d'accord avec ce que dit Sylvie, avec une différence énorme, c'est qu'ils n'ont pas le même agenda et le même calendrier. C'est-à-dire, même s'ils ont le même âge, Poutine est pressé dans ses volontés de conquête territoriale, de élargissement de l'Empire, alors que Xi Jinping parie sur le beaucoup plus long terme, mais ils ont en commun, ce qui est très fort, cette même volonté de remettre en cause le système international tel qu'il existe depuis 1945. Peut-être qu'il y a aussi un empressement de la part de Vladimir Poutine, parce que son pays est quand même malmené. L'économie russe a été est dans une situation... Je crois que c'est pas sur le court terme qu'il faut regarder l'économie russe, c'est sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il a intérêt à négocier rapidement avec les Américains, pour relancer la machine économique qui repose beaucoup maintenant sur l'industrie de défense. Et naturellement, il a tout le reste à développer. Or, aujourd'hui, il a un peu de mal pour développer tout le reste. Et donc, il a intérêt à avoir des accords économiques rapidement pour pouvoir développer ça. Du côté chinois, c'est pareil, ils ont besoin des marchés. Si vous voulez, le marché intérieur chinois n'arrive pas à absorber la capacité de production chinoise. Donc, ils ont besoin, et là, ils ont besoin de négocier avec les Américains, on en parle tout le temps depuis le début, mais aussi avec les Européens, parce que le marché européen est extrêmement important pour l'industrie chinoise. Et le marché russe est quand même très petit pour l'industrie chinoise. Mais en plus, il y a une grande différence entre les Chinois et les Russes dans leur perception de l'Europe. Pour les Russes, enfin pour Poutine, on est des ennemis, on est simplement les vassaux de Washington dans le cadre d'un Occident collectif. Pour les Chinois, on peut être un contrepoids vis-à-vis de Washington. Emmanuel Véron, une réaction peut-être à ce qu'on vient de dire sur le plateau ? Oui, absolument. Le sujet fondamental, effectivement, l'économie, qui sous-tend à peu près tous les secteurs, que ce soit l'industrie purement simplement, que ce soit les questions militaires, les questions stratégiques. En fait, la question est que, projetée à 10 ou 15 ans, l'économie chinoise, qui est actuellement pas en grande forme, ne va pas s'effondrer. C'est bien pour ça que l'administration américaine voit le chinois comme étant le rival systémique absolu. En revanche, pour la question russe, c'est pas évident. Parce que ça a été dit effectivement par le général Trinquant, le sujet des hydrocarbures est essentiel dans le PIB russe. Et l'autre jambe, si je puis dire, l'autre secteur, c'est l'armement, c'est l'industrie de l'armement. Là, il est relancé avec la guerre en Ukraine, mais avec une très forte imbrication du partenaire chinois. Et c'est là où on verra les capacités américaines pour essayer de sortir de cette imbrication, sortir de cette, presque, j'allais dire, intégration sino-russe dans les affaires industrielles et économiques. Merci beaucoup, merci Emmanuel Véron. Et puis pour clore notre discussion, on parlait de Taïwan tout à l'heure, on a appris l'interception aujourd'hui d'un navire chinois arrêté par les gardes-côtes taïwanais, un navire chinois suspecté d'avoir coupé un câble sous-marin, un sujet que l'on connaît bien, nous, Européens, avec... On se croirait dans la Baltique. Exactement, on se croirait dans la Baltique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé ce soir au grand dossier.